Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Endurance 142. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la zone 2 et la manière dont on peut traquer la progression en zone 2. Alors je ne vais pas revenir sur tous les bénéfices de la zone 2, cette zone dédiée à l'endurance fondamentale. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est assez bien documenté sur énormément de supports. Mais l'idée, c'est de vous montrer comment est-ce que moi je traque la progression dans cette zone, pourquoi c'est intéressant de traquer cette progression dans cette zone, et je vais vraiment vous montrer des cas typiques des athlètes que j'entraîne. Et ensuite, en fait, si vous avez la motivation, vous allez pouvoir répliquer les graphiques que j'utilise pour suivre votre propre progression. Alors pourquoi est-ce que selon moi c'est vraiment important de traquer cette progression dans la zone 2? Donc la première raison, c'est que c'est la zone sur laquelle c'est plus simple de traquer la progression parce qu'on va avoir une fréquence cardiaque qui est assez stable pour une vitesse qui est assez stable. Donc déjà, d'un point de vue technique, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, moi, ce que je remarque parmi les athlètes que j'entraîne, c'est que tous les athlètes qui progressent dans cette zone vont avoir tendance à progresser sur toutes les distances sur lesquelles ils concourent. Donc, c'est-à-dire 10, semi-marathon et la même chose sur trail. Alors évidemment, sur les distances très longues, vous allez courir plusieurs heures. Sur les ultra-trails, vous pouvez progresser sur ces distances, gagner en performance, sans progresser dans la zone 2. C'est-à-dire que vous allez potentiellement progresser en résistance musculaire en fin de course, sur votre capacité à plus manger et donc à maintenir l'allure, etc., etc. Enfin, en tout cas, on ne va pas rentrer ici dans les détails, mais il y a énormément de facteurs qui peuvent vous faire progresser sur ces distances. Donc, moi, ce que je vois, c'est que vraiment les gens qui progressent sur cette zone, ils vont progresser sur énormément de distances. Et puis la seconde raison pour laquelle c'est vraiment intéressant de suivre la progression dans cette zone, c'est pas tant en termes de progression, mais c'est plus de valeur au jour le jour. C'est qu'un athlète qui est fatigué va avoir tendance à avoir une vitesse plus faible tout en restant dans la zone 2, ou en tout cas sinon garder la même vitesse, mais potentiellement rentrer dans une zone supérieure à la zone 3. Et donc ça permet aussi, en plus d'autres variables comme la fréquence cardiaque de repos, des ressentis, l'effort, ça permet de quantifier un peu la fatigue au jour le jour, et ça peut m'aider moi à savoir si je dois diminuer la charge ou non d'un athlète. Donc voilà, j'ai assez parlé, je vais essayer de rentrer dans les détails, dans un peu plus de détails, vous montrer les graphiques et vraiment montrer des exemples concrets d'athlètes qui vont avoir tendance à ne pas évoluer sur cette zone 2 et d'autres qui ont vraiment progressé, et ces progrès sont matérialisés par des progrès en course sur des beaucoup plus longues distances, des temps de soutien assez longs. Alors là, je vais vous montrer un athlète avec qui j'ai commencé à travailler il y a 1 an, et il partait d'assez loin en fait parce qu'il était sur une zone 2 à 6,30, donc une grosse marge de progression. Et c'est un athlète qui initialement faisait du crossfit, donc très peu d'endurance et beaucoup de sport, enfin une pratique très explosive, donc il va utiliser les fibres rapides et donc beaucoup moins les fibres lentes sur une longue durée. Donc il y avait un gros travail à faire là-dessus. Donc ce qu'on a fait au début, c'est beaucoup d'endurance fondamentale ou de zone 3, mais pas beaucoup d'intensité jusqu'ici, parce que là il voulait préparer en l'occurrence un trail d'une 50aine de kilomètres en montagne. Donc on s'est dit, moi je me suis dit, je vais faire beaucoup d'endurance fondamentale, et rien qu'en faisant ça, en fait, j'aurai des progrès. Puis après, dans la saison, on verra si on met des intensités. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que là, en fait, on a à chaque point, ça va être donc ici sa vitesse lorsqu'il est en zone 2. Donc la zone 2, je la définis en termes de fréquence cardiaque. Donc ici, on a la fréquence cardiaque associée. Et ça veut dire que quand il va faire une sortie, à chaque fois qu'il va être en zone 2, donc d'un point de vue fréquence cardiaque, je vais regarder sa fréquence cardiaque toutes les secondes et sa vitesse ajustée à la pente. Et donc supposons qu'il reste 40 minutes durant une sortie en zone 2, ça va me faire 40 fois 60 points, donc énormément de points, et je vais faire la moyenne de tout ça. Et ce qui me permet d'avoir une fréquence cardiaque moyenne et une vitesse ajustée à la pente moyenne, mais également aussi pace moyen, c'est-à-dire une vitesse à plat moyenne. Mais pour les trailers, finalement j'utilise peu parce que comme ils vont en montagne, ça n'a pas trop de sens. Donc je préfère utiliser la vitesse ajustée à la pente, bien qu'elle ne soit pas personnalisée. C'est un modèle généraliste, mais quand l'athlète a une grosse marge de progression, on voit quand même les tendances s'afficher. Donc là, super intéressant, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'athlète, il a progressé. Si on regarde les points, la fréquence cardiaque est à peu près la même, elle ne bouge pas en moyenne, normal il reste dans sa zone 2, mais par contre la vitesse elle s'améliore en regardant les points. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je mets donc la courbe bleue qui est une tendance, donc une moyenne, on appelle ça en statistique, mathématique, comme vous voulez, une moyenne mobile sur 42 jours. Donc en fait, je vais faire la moyenne, par exemple, nous on est là,
je vais faire la moyenne des vitesses ajustées à la pente en zone 2 sur les 42 derniers jours. Et pareil pour la fréquence cardiaque. Ce qui permet d'avoir des tendances plutôt long terme que plutôt on va dire du bruit des données qui sont trop court-termistes. Je donne un exemple. Ici, par exemple, là, il avait fait, je crois qu'il a vu quelques difficultés en descente. Il avait couru la nuit, pas trop d'éclairage et tout, donc forcément, la vitesse ajustée à la pente était pas incroyable. Mais moi, je sais que là, si vous laissez pas son niveau ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la courbe en bleu, cette moyenne mobile, elle descend pas vraiment parce qu'elle garde en mémoire ce qui s'est passé avant. Donc ça, c'est intéressant, ça permet de suivre vraiment la progression long terme, d'avoir quelque chose d'assez stable, bien que au fil des jours, vous voyez, hein, puis surtout pour un trailer, ça dépend où il va, sur quel terrain, etc. Même la chaleur, bref, ça faut le prendre en compte aussi, l'altitude. Il peut y avoir des variations. Mais s'il progresse, en fait, il progresse quand même de manière régulière. Donc ensuite, vous avez le petit bloc là, un peu en bleu clair qui entoure ça. Donc ça, c'est plus l'écart type. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans ces considérations. Mais disons que plus c'est large et plus on va dire il y a de l'incertitude, plus il est plutôt irrégulier sur cette zone 2. Et là, on voyait que on fait pas mal de plats ici quand même. En fait, la tête est plutôt régulier, donc la bande est peu large. Mais ce que j'aime bien regarder moi aussi, c'est quand même cette tendance. Alors attention, il faut quand même la prendre avec des pincettes, hein, parce qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Là, on a la tendance, cette courbe droite, et on voit quand même que l'athlète progresse. Ici, vous avez les données là. Vous avez les données de quand je balaye avec la souris, et on voit que ça progresse. Donc la tendance est plutôt positive. Mais il faut quand même prendre avec des pincettes cette tendance. Parce que moi, j'ai fait l'exercice, et si par exemple, je change mon calendrier et je me mets d'ici et ici, là, on va se dire, en fait, là, l'athlète ne progresse pas. Et c'est quand même important de prendre des longues plages, et je pense vraiment au-delà de, entre guillemets, manipuler les chiffres, c'est vraiment intéressant de prendre des longues plages parce que c'est là qu'on voit la progression de l'athlète. Là, j'aurais pu me dire ici, en fait, on est dans une phase de régression, c'est pas top. Alors que non, en fait, il faut juste attendre. Ça peut être passager. Là, je sais très bien qu'en ce moment, il ne régresse pas du tout. Je sais que ces données, entre guillemets, c'est du bruit et qu'il ne faut pas les prendre en compte. Donc voilà. Et donc là, par contre, on a la fréquence cardiaque qui, elle, reste assez stable ou baisse un tout petit peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la même chose sur la vitesse. Alors lui, c'est un trailer, donc il faut mieux regarder la VAP, vitesse ajustée à la pente. Mais on voit quand même que, même en regardant la vitesse, en fait, comme il emprunte à peu près toujours les mêmes chemins, en fait, il va quand même avoir tendance à progresser de manière générale. Donc là, on est vraiment sur le cas de quelqu'un qui a bien progressé et pour qui c'était intéressant de suivre cette zone 2. Alors, autre cas intéressant ici, là, on est sur un athlète qui ici avait été blessé, et là, on est sur une phase de reprise. Et donc là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la VAP, ok, il y a une petite évolution, et quoique non, pas vraiment. On est quand même plutôt assez stable. Par contre, c'est vraiment la fréquence cardiaque qui baisse. Et donc là, c'est un athlète qui a conservé, on va dire, ça, qui n'a pas voulu trop bouger sa vitesse en endurance fondamentale. Étant donné que c'était une reprise, j'étais assez libre là-dessus. En fait, je préfère le laisser, parce que je sais qu'en phase de reprise, il va très vite reprogresser, et c'est clairement ce qui s'est passé. En fait, on voit que l'allure là-bas, globalement, on est quand même assez stable sur la tendance. Que ce soit la ligne droite, hein, ou même la petite ligne en bleu, la moyenne sur les 42 jours, je vous rappelle. Mais on voit que la fréquence cardiaque, elle diminue rapidement. Par contre, si on a un plateau après, pas une trop grosse progression. Donc, entre guillemets, affaire à suivre. Mais là, clairement, on est sur un athlète qui commence un peu à stagner. Il va falloir trouver d'autres leviers pour activer sa progression dans ces zones, sachant que ça, c'est un athlète qui fait du trail longue distance. Donc, en fait, sa vitesse en zone 2, c'est aussi un peu sa vitesse de course. Donc, clairement, il faut qu'il progresse dans cette zone. Donc, il va falloir réfléchir à la manière dont on peut faire en sorte qu'il progresse. Alors ensuite, la troisième cas, c'est le cas d'un athlète en fait qui vit pas en France, donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il vit dans un pays du Golfe, et alors il y a vraiment l'aspect chaleur à prendre en compte. Il y a l'aspect chaleur, et lui il va mêler beaucoup nos entraînements sur tapis, donc là je peux pas avoir les données parce que j'ai pas la vitesse. Enfin en vrai je pourrais, hein, mais c'est quand même assez différent. Il va y avoir la température qui est super importante des fois, plus de 40 degrés, et puis il va mêler course et puis trail. Donc là c'est un peu plus compliqué de suivre vraiment, on va dire de manière longitudinale, la progression. Bon, alors maintenant si on rentre un peu plus dans les détails, c'est comment sont construits ces graphes. Donc ça je vous ai un peu expliqué au début globalement comment ça se passait,
Mais moi, ce qui me semble important, c'est quand même que chaque point, ça représente quelque chose qui a du sens. Donc par exemple, moi, je vais ignorer les 5 premières minutes de chaque sortie, parce que sur les 5 premières minutes, on peut avoir une certaine vitesse, mais la fréquence cardiaque va mettre du temps à se stabiliser et à représenter vraiment l'effort qui est réalisé sur le terrain. Donc il y a vraiment une différence entre la charge interne, donc c'est-à-dire la fréquence cardiaque, et la charge externe, c'est-à-dire le terrain. Donc je vais mettre ça. Ensuite, je vais prendre toutes les sorties qui vont faire entre une demi-heure et 1h20. Alors c'est assez arbitraire, mais si on a des trop petites sorties, je trouve que c'est pas... Moi, je trouve pas enfin, c'est pas vraiment intéressant, je trouve, parce que sur une petite sortie, si l'athlète a éventuellement une toute petite dérive cardiaque, ce qui ne devrait pas arriver, mais j'ai des athlètes qui fatalement vont quand même avoir une dérive cardiaque. On pourrait avoir des résultats un peu biaisés, on va dire trop bons entre guillemets. Et ensuite sur les sorties trop longues, on a la fatigue qui va se mettre en place. Et 1h20 c'est déjà très long pour certains. Je sais que déjà il y a de la fatigue, mais moi je suis obligé de faire un choix pour, on va dire, tout le monde. Et vraiment au-dessus d'1h30, je regarde même pas, en tout cas pour Srigraph. Parce que il y a vraiment trop de fatigue. Alors ensuite, autre critère qu'on pourrait introduire et que j'avais introduit à un moment, c'était de se dire, ok, je vais prendre uniquement les sorties où je vais avoir 90% du temps qui est passé en zone 2, ou au moins 80% du temps. Alors ça, en fait, c'est bien, mais la vérité, c'est que ça marche sur très peu d'athlètes. Moi, par exemple, je m'entraîne tout seul et j'arrive à le gérer. Je sais qu'en fait, je fais vraiment mes endurances fondamentales en endurance fondamentale. Mais il y a pas mal d'athlètes, même si je leur dis de bien rester en endurance fondamentale, ils vont avoir tendance à un moment, surtout en trail où on a du dénivelé, à monter un peu haut dans les zones, à courir alors que peut-être qu'ils devraient un peu plus marcher. Et dès lors, c'est un peu plus compliqué de suivre parce que sinon je vais exclure beaucoup trop de sorties. Et j'ai remarqué quand même que, même si sans mettre ce filtre, j'arrive à quand même avoir des choses qui semblent a priori assez significatives. Donc voilà, mais c'est une piste d'amélioration. Puis autre piste d'amélioration, c'est vraiment prendre en compte la chaleur. Donc j'ai un athlète par exemple qui est dans les pays du Golfe. Alors lui, on voit clairement qu'on a une augmentation, une diminution de la vitesse tout en gardant la même fréquence cardiaque durant l'été lorsqu'il fait plus de 40. Et en fait là juste faut pas s'inquiéter, il faut savoir que ça va revenir durant l'hiver. Donc ça, avoir une correction automatique en fonction de la chaleur, c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer. En fait je le fais pas parce que j'arrive plus ou moins bien à le quantifier, parce que je sais quand ça va se passer, etc. Mais on pourrait l'améliorer. Et puis ça, maintenant, comme il fait chaud en France, je le vois aussi sur des athlètes qui habitent on va dire dans la partie sud de la France, et même autour de Paris en vrai maintenant, où l'été c'est un peu plus compliqué au niveau de la vitesse en endurance fondamentale. Donc faut prendre ça en compte. Et ensuite on pourrait se dire, dernier point, c'est l'altitude. Alors est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça pourrait valoir le coup. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que qu'en fait, quand les athlètes vont en altitude, ils vont sur des sorties assez, entre guillemets, dures, techniques, etc. Et donc, la vitesse ajustée à la pente est beaucoup moins précise. Et donc, ok, on va faire une correction sur quelque chose qui, de base, n'est pas forcément très précis. Donc, écoutez, est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas totalement certain. En tout cas, on pourrait l'intégrer. Ça, c'est sûr. Mais globalement, et puis surtout, j'ai pas énormément d'athlètes qui se baladent régulièrement au-dessus de 2000 mètres d'altitude, donc pas forcément besoin de le prendre en compte. Mais si ça vous arrive, prenez-le en compte. Faut essayer de débiaiser un peu votre vitesse en prenant en compte l'altitude. Puis dernier paramètre, éventuellement le vent, mais bon, je pense que là on essaye vraiment on tâtonnerait trop, et je pense que ça sert pas à grand chose pour vraiment quantifier la progression d'un athlète. Donc petit aparté, mais toutes ces analyses, en fait, j'en ai fait une newsletter, donc vous pouvez vous inscrire. Je rentre un peu plus dans les détails, en tout cas je montre d'autres choses, et puis vous pourrez avoir un peu plus d'informations, en tout cas des informations complémentaires pour comprendre comment fonctionnent tous ces calculs. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo, pas très longue en vérité, parce que c'est pas non plus incroyable, mais je pense que c'est un des outils que j'utilise le plus finalement pour suivre la progression des athlètes, et je pense que c'est un des outils les plus pertinents. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez vous abonner aussi à la newsletter, et puis en description de la vidéo je donne toutes les informations. Si vous avez envie de trouver un coach, si vous avez envie d'être suivi, vous aurez toutes les informations en description de la vidéo. Allez, ciao!